Bonsoir à tous, il est 20h. Un titre à la une ce soir, édition spéciale consacrée au crash survenu ce matin dans les Alpes. Un A320 de la compagnie allemande Germanwings s'est écrasé en pleine montagne. Il y a 150 morts, aucun survivant. Le 24 mars 2015, un Airbus A320-211 de la compagnie Germanwings décolle de l'aéroport de Barcelone-El Prat à 10h en direction de Düsseldorf en Allemagne. Ce vol, habituel et sans histoire, s'était déroulé sans encombre à l'aller. Pourtant, au retour, rien ne va se passer comme prévu. À 10h41, l'avion s'écrase brutalement contre un flanc du massif des Trois Évêchés, près du Vernet dans les Alpes françaises. Aucun survivant. Les 150 personnes à bord, dont 144 passagers et 6 membres d'équipage, périssent sur le coup. Dans un premier temps, le monde croit à une tragédie aérienne classique, comme une panne technique ou une erreur humaine. Mais très vite, l'enquête va prendre un tournant glaçant. Ce crash n'était pas un accident. L'avion n'a pas été victime d'un problème mécanique. C'est un acte volontaire, un suicide orchestré par le copilote lui-même, entraînant avec lui 149 victimes innocentes. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les faits, comprendre comment un tel drame a pu se produire, et surtout répondre à cette question. Qui était réellement Andreas Lubitz, l'homme qui a décidé de précipiter un avion contre une montagne? Le 24 mars 2015, le vol Germanwings 95-25 décolle de l'aéroport de Barcelone-El Prat en Espagne, à destination de Düsseldorf en Allemagne. L'Airbus A320 doit parcourir ce trajet en environ 2 heures. À bord, on trouve 144 passagers et 6 membres d'équipage. Parmi eux, Patrick Sondenheimer, commandant de bord expérimenté, ayant accumulé plus de 6000 heures de vol, dont une grande partie sur un Airbus A320. Il travaille pour la compagnie mère Lufthansa depuis plusieurs années, ainsi que son copilote, Andreas Lubitz, copilote de 27 ans, qui est en poste chez Germanwings depuis le 2013. Du côté des passagers, les profils sont variés. 72 citoyens allemands, dont 16 lycéens et leurs 2 professeurs du lycée Joseph Koenig à Alter-Nancy. Ils revenaient d'un échange scolaire en Espagne. 35 espagnols, mais aussi de nombreuses autres nationalités. Les passagers étaient originaires de 15 autres pays, dont l'Argentine, les États-Unis, la Colombie, l'Iran et encore le Royaume-Uni. Malheureusement, il y avait aussi 2 nourrissons, qui figurent également parmi les victimes. L'avion est un Airbus A320-211, un appareil moderne, mis en service en 1991, appartenant à la flotte de Lufthansa, avant d'être transféré à sa filiale Germanwings. Il est en parfait état technique et avait passé avec succès ses derniers contrôles de maintenance la veille du vol. Ce matin-là, les conditions météorologiques sont excellentes. Le ciel est clair, la visibilité est bonne et aucun phénomène météorologique ne perturbe le trafic aérien. Tout semble indiquer que le vol se déroulera sans encombre. L'Airbus décolle de Barcelone à 10h. Il atteint son altitude de croisière, environ 11 500 mètres, à 10h27. Jusqu'ici, rien d'anormal. Les communications avec le contrôle aérien de Marseille sont régulières et le vol suit son plan de route habituel. Mais à 10h30, c'est le début d'une descente inexpliquée. Le commandant de bord, Patrick Sondenheimer, informe Andreas Lubitz qu'il quitte momentanément le cockpit pour aller aux toilettes. Avant de partir, il lui demande de prendre en charge les communications avec le contrôle aérien. À 10h31, à peine 30 secondes après le départ du commandant, Lubitz verrouille la porte du cockpit de l'intérieur. Ce système de verrouillage a été renforcé après les attentats du 11 septembre 2001 pour empêcher toute intrusion extérieure en cas de détournement. À 10h32, Lubitz programme annuellement une descente rapide. L'avion commence alors à perdre plus de 1000 mètres d'altitude par minute. À ce moment-là, le contrôle aérien de Marseille tente de recontacter l'appareil, mais aucune réponse ne leur parvient. À 10h35, Patrick Sondenheimer revient au cockpit et tente d'ouvrir la porte, mais celle-ci est verrouillée. Il frappe plusieurs fois et demande à Lubitz de lui ouvrir, mais il n'obtient aucune réponse. Il commence alors à frapper violemment la porte, tentant de la forcer. Les enregistreurs de vol captent sa respiration. Lubitz est toujours vivant et conscient, mais il reste silencieux. À 10h38, l'aviation militaire est alertée. Un avion de chasse Mirage 2000 de l'armée de l'air décolle immédiatement pour intercepter l'Airbus. À 10h39, à bord, les passagers commencent à comprendre qu'il se passe quelque chose d'anormal. Des cris sont entendus sur les enregistrements des boîtes noires. Sondenheimer, de son côté, tente désespérément de forcer la porte, mais sans succès. À 10h40, l'Airbus approche dangereusement des Alpes françaises. Le contrôle aérien lance des appels de détresse ordonnant à l'équipage de reprendre le contrôle et de remonter, mais toujours aucune réponse. À 10h41, l'avion percute à 700 km/h une paroi rocheuse du massif des Trois Évêchés, dans les Alpes de Haute-Provence. L'impact est catastrophique. L'avion est pulvérisé instantanément. Il n'y a aucun survivant. Quelques minutes après le crash, les secours français sont alertés. Des hélicoptères et des équipes de secours partent immédiatement sur les lieux. L'impact ayant été d'une extrême violence, l'appareil est déchiqueté en des milliers de fragments, éparpillés sur une zone escarpée difficile d'accès. Des centaines d'enquêteurs, policiers et secouristes sont mobilisés pour retrouver les boîtes noires et identifier les victimes. Pourquoi
Un copilote en pleine ascension professionnelle aurait-il délibérément précipité son avion contre une montagne avec 150 personnes à bord? Le 18 décembre 1987, Andreas Lubitz voit le jour à Neubourg-sur-le-Danube en Allemagne. Enfant ordinaire, il se distingue pourtant par une passion dévorante pour l'aviation. Il grandit à Montabaur et s'initie au pilotage dès son plus jeune âge, rêvant de faire carrière au sein de Lufthansa. Travailleur et déterminé, il réalise son ambition en intégrant l'école de formation de la compagnie à l'âge de 21 ans. Cependant, derrière cette ascension prometteuse, se cache une fragilité psychologique que personne, pas même ses supérieurs, ne semble percevoir à ce moment-là. En 2008, son rêve prend une tournure inattendue. Alors qu'il poursuit sa formation aux États-Unis, il interrompt brutalement son cursus. Le diagnostic tombe. Syndrome dépressif sévère. Lubitz rentre en Allemagne pour suivre un traitement à base d'antidépresseurs et entamer une psychothérapie. 1 an plus tard, son médecin déclare qu'il est guéri, lui permettant ainsi de reprendre sa formation, et plus tard, d'intégrer la compagnie Germanwings. Mais cette guérison était-elle réelle ou seulement apparente? Les années passent, mais l'ombre de la dépression ne le quitte jamais. Dans les 4 mois précédant le crash, il consulte 10 médecins spécialisés, psychothérapeutes, ophtalmologues, neurologues. Autant de consultations qui auraient dû inquiéter ses employeurs. Quelques semaines avant la tragédie, il recommence à prendre des antidépresseurs, et ses pensées suicidaires refont surface. Sur sa tablette, les enquêteurs retrouvent des recherches sur des moyens de mettre fin à ses jours. Le 10 mars 2015, un de ses médecins détecte des signes de psychose et le place en arrêt maladie, avec une recommandation d'hospitalisation psychiatrique. Mais ce document ne sera jamais transmis à Germanwings. Le 24 mars 2015, Lubitz ne devait en aucun cas être dans ce cockpit. Lorsqu'un avion s'écrase, la première hypothèse envisagée est celle d'un accident. Mais très vite, les données de l'enregistreur vocal révèlent une toute autre réalité. Les boîtes noires confirment que Lubitz a volontairement verrouillé la porte du cockpit après le départ du commandant de bord Patrick Sonnenheimer. Il a ensuite activé la descente fatale, ignorant les appels des contrôleurs aériens et les supplications de son capitaine tentant de forcer la porte. Les cris des passagers, enregistrés peu avant l'impact, témoignent de l'horreur qui s'est déroulée à bord. Face à ces révélations, l'enquête s'intéresse aux failles qui ont permis un tel acte. Une question cruciale émerge. Pourquoi personne n'a-t-il agi pour empêcher cette tragédie? Le rapport du bureau d'enquête d'analyse, BEA, met en lumière plusieurs problèmes. Le secret médical, qui empêche les médecins de signaler un pilote à risque, les conditions de travail éprouvantes, soumettant les pilotes à un stress intense, et un manque de coordination entre les autorités aéronautiques et les services de santé. Face à la stupeur mondiale, des mesures sont immédiatement mises en place, telles que la nouvelle règle du 2 personnes dans le cockpit. Désormais, un pilote ne peut jamais rester seul aux commandes. Si l'un des deux quitte le cockpit, un membre d'équipage doit prendre sa place. Un renforcement du suivi psychologique des pilotes. Des examens psychologiques plus poussés sont instaurés. Une obligation de signaler tout problème de santé mentale est imposée et des cellules d'écoute et de soutien psychologique sont mises en place. Mais ces réformes suffisent-elles? En Allemagne, la confidentialité médicale est très stricte. Un médecin ne peut signaler un patient dangereux à son employeur. C'est ainsi que 10 spécialistes ont été consultés par Lubitz sans que personne ne puisse alerter sa compagnie. En 2015, l'Allemagne annonce vouloir assouplir ses règles, mais en 2019, rien n'avait changé. Les experts restent divisés. D'un côté, lever le secret médical pour éviter d'autres tragédies. De l'autre, cela risquerait de dissuader les pilotes de parler de leur santé mentale, par crainte d'être mis à l'écart. En fin de compte, une question demeure. Si un médecin avait eu le droit de signaler Lubitz, le vol 95-25 aurait-il pu être sauvé? Cette tragédie soulève des enjeux profonds sur la sécurité aérienne, la santé mentale et la responsabilité des compagnies aériennes. Une chose est sûre, 150 personnes ne seraient jamais montées à bord si ces questions avaient été résolues à temps.